Alors bonjour à tous, bienvenue à ce dernier cours de l'année consacré au mécanisme de la conscience et on va aborder un sujet important, celui de la relation entre la conscience et la mémoire de travail. Je vais essayer aussi de rassembler l'ensemble du cours. Au départ, j'avais prévu de parler des applications de cette science de la conscience dans le domaine clinique. Je vais essayer de l'aborder à la fin du cours s'il reste un petit peu de temps et j'espère qu'il restera un tout petit peu de temps aussi pour quelques questions peut-être, sinon vous me les enverrez par mail. Donc cours d'aujourd'hui, relation entre conscience et mémoire de travail. Quelques définitions. La mémoire à court terme, c'est simplement la capacité de maintenir l'information à travers le temps pendant au moins quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Et alors ce qu'on appelle mémoire de travail, c'est un sous-ensemble de la mémoire à court terme, un buffer qui permet de maintenir l'information en ligne à l'esprit et de la manipuler mentalement. C'est la mémoire qu'on utilise par exemple pour garder un numéro de téléphone en tête ou pour faire un petit calcul dans sa tête. Alors, on va s'intéresser donc aux mécanismes neuraux des deux formes de mémoire et surtout à la question de savoir si les deux formes peuvent opérer sans conscience. Autrement dit, est-ce que des stimuli subliminaux qui n'ont pas été vus consciemment peuvent quand même laisser une trace en mémoire et pendant combien de temps? Et une question simple, est-ce que la conscience n'est pas simplement la porte d'entrée dans la mémoire de travail? C'est une proposition que je ferai. Alors sur la base du modèle toujours de l'espace de travail neuronal global, on peut faire un certain nombre de prédictions. La première d'entre elles, on y a déjà consacré un cours tout entier, c'est la notion d'embrasement ou d'ignition. Il doit y avoir un moment d'embrasement, d'ignition non linéaire, même brièvement, dès qu'on prend conscience d'un stimulus, même en l'absence d'une tâche ou et spécialement d'une tâche de mémoire de travail. Par contre, si nécessaire, cet état métastable peut être prolongé aussi longtemps que nécessaire, puisqu'il est métastable, il est soutenu par des connexions réverbérantes, et donc il peut être maintenu pour une durée arbitraire, ce qui permet de prolonger l'activation pendant plusieurs secondes, et je crois que c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc pendant la conscience, mais aussi pendant le délai de mémoire de travail, on devrait trouver un code neural précis qui permet de décoder chacun de nos états de pensée-conscience, le contenu de l'esprit conscient. Et il y a une prédiction supplémentaire qui est que si ce contenu disparaît, si l'activité disparaît, alors on perd la conscience, la représentation devient non consciente. Ce qui ne veut pas dire, on va le voir dans un instant, qu'elle disparaît complètement, elle peut rester latente et elle peut revenir à l'état d'actif. Tant qu'elle n'est pas active, elle n'est pas consciente, mais si elle redevient active, elle redevient consciente. Et on va voir qu'il y a un concept donc d'activité latente, silencieuse, mais néanmoins qui permet de retenir l'information et de la faire revenir en mémoire de travail. Voilà donc un petit peu les thèmes d'aujourd'hui. Alors, pour le premier thème, qui est le décodage neural, je vous renvoie aux travaux de Liping Wang. Je vais en parler brièvement parce que nous avons une nouvelle expérience qui porte spécifiquement sur le contenu conscient ou non conscient en mémoire de travail chez les singes. Mais Liping Wang est un ancien du laboratoire qui est maintenant à Shanghai et qui réalise des travaux absolument magnifiques sur le code neural dans le cortex préfrontal. Alors, un premier papier dans Science, auquel j'étais associé, c'est la tâche qu'on a développée ensemble à Neurospin avant qu'ils partent à Shanghai, consistait donc à regarder comment les neurones préfrontaux enregistrent une séquence en mémoire de travail. Le singe regarde au centre de l'écran et puis il voit successivement apparaître 3 positions qui varient à chaque essai, donc il doit enregistrer, c'est un peu comme un numéro de téléphone à 3 chiffres, il doit enregistrer 3 positions successives et les garder en tête pendant un délai parce qu'il va devoir les reproduire en faisant des saccades. Donc il doit mémoriser et reproduire une séquence spatiale. Et Liping Wang a développé des techniques magnifiques pour enregistrer l'activité de milliers de neurones, plusieurs centaines simultanément, à l'aide ici d'un microscope à 2 photons qui permet littéralement de voir l'activité des neurones par des méthodes d'optogénétique. Et dans ce papier dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années, il montre que même si on enregistre des milliers de neurones, et donc potentiellement il y a un état d'activité qui comprend plusieurs milliers de dimensions, un espace vectoriel à plusieurs milliers de dimensions, eh bien on peut décomposer cet espace préfrontal en sous-espaces qui chacun code pour une dimension de la mémoire de travail, un slot
un domaine, un des rangs de la mémoire. Donc vous avez ici un premier sous-espace à 2 dimensions qui s'appuie sur des centaines de neurones. Ce n'est pas un neurone particulier qui a ce type de réponse, mais c'est plusieurs centaines de neurones qui codent pour la dimension 1 et la dimension 2, qui représentent la position de l'item qui a été présenté en premier. Puis il y a un autre sous-espace largement perpendiculaire au premier, qui fait appel au même neurone, mais qui, dans l'espace vectoriel, est perpendiculaire, qui représente le rang 2. Puis un troisième espace qui représente le rang 3. Et on peut expliquer toute la mémoire de travail du singe par ces 3 sous-espaces de dimension 2 qui codent chacun des 3 objets à mémoriser. On retrouve la topologie du cercle qui est présenté devant l'animal dans chacun de ces sous-espaces. Et ces 3 sous-espaces sont superposés, ce que permettent les espaces vectoriels. On peut faire la somme de ces différents vecteurs. Comme ils sont dans des espaces orthogonaux, ça permet de retrouver sélectivement chacun des 3 éléments de mémoire. Donc ça, c'est le premier mécanisme clair de la mémoire qui a été découvert par Liping Wang. Superposition vectorielle dans le cortex préfrontal. Maintenant, il y a un article plus récent, 2024, qui utilise à présent l'électrophysiologie, avec à nouveau un enregistrement de centaines de neurones, mais du coup avec une dynamique temporelle plus rapide, même si c'est possible aussi avec la méthode à 2 photons, mais on peut maintenant analyser comment les données sont chargées en mémoire de travail. Vous voyez ici la dynamique complète du moment où le stimulus est présenté et du moment où on le garde pendant le délai, qui est ici. Stimulus, 1, 2, 3 et délai. Et Liping découvre à ce moment-là, avec son équipe, quelque chose de nouveau, qui est un sous-espace d'entrée dans le système. Donc vous retrouvez ici les 3 sous-espaces de mémoire, espace 1, espace 2, espace 3, correspondant aux 3 rangs à mémoriser, mais vous avez aussi cet espace d'entrée ici, qui code tout simplement pour la position du stimulus sur l'écran, quel que soit le rang dans lequel il va ensuite rentrer en mémoire. Donc vous avez cette activation transitoire, qui représente le stimulus qui a été présenté sur l'écran, qui s'allume 3 fois pour 3 positions différentes. Et puis ensuite, vous avez le chargement de l'espace numéro 1, qui dit, voilà, je sais quelle est la position numéro 1, je la garde en mémoire soutenue, et puis la position numéro 2, puis la position numéro 3. Donc ça peut être représenté par ce diagramme ici, dans lequel on voit un espace d'entrée sensoriel qui représente simplement probablement ce qui se passe dans le cortex pariétal également, c'est-à-dire la position objective du stimulus sur l'écran. Et puis ensuite, cette information est dispatchée dans différents espaces de mémoire selon qu'elle est en premier, en deuxième ou en troisième. On peut parler d'un routage de l'information en mémoire de travail. Ce qui est remarquable, c'est que tous ces espaces sont superposés dans les mêmes neurones. C'est très largement les mêmes neurones qui contribuent à ces sous-espaces. Donc on ne peut pas regarder un neurone tout seul, il faut vraiment le décomposer, il faut en enregistrer plein en même temps, et il faut le décomposer, les espaces, en sous-espaces vectoriels. C'est les nouvelles mathématiques, la nouvelle géométrie, si vous voulez, de l'analyse en neurosciences. Alors ensuite, il y a un troisième point, troisième diapo, c'est que cette transmission d'un espace sensoriel vers des espaces de mémoire n'est pas automatique, n'est pas passive, mais il y a ce qu'on appelle en anglais un gating, il y a une porte qui s'ouvre ou qui se ferme pour laisser passer l'information. Et on le voit ici dans une tâche où on demande à l'animal de reproduire la séquence en avant ou en arrière. Alors je vais d'abord vous présenter les données en avant, parce que là c'est très simple. Le singe reçoit 1, 2 ou 3 informations. La séquence est de durée variable, longueur 1, longueur 2 ou longueur 3. Il ne sait pas à l'avance s'il va avoir 1, 2 ou 3 informations mémorisées. Et vous voyez que lorsqu'il doit la reproduire en marche avant, les choses sont très simples. L'espace sensoriel représente chacune des informations qui sont présentées sur l'écran de façon transitoire. Et s'il y a un seul élément à mémoriser, il est mis dans le slot 1, dans la mémoire numéro 1. Et c'est toujours le cas ici, vous voyez, toujours en bleu. Et puis ensuite, s'il y a une deuxième information mémorisée, elle est mise dans la mémoire numéro 2. S'il y a une troisième information mémorisée, elle est mise dans l'espace numéro 3. Donc on a l'impression qu'il y a une simple transmission vers ces espaces. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe lorsque le singe doit reproduire l'information en arrière, eh bien en fait, il va remettre les informations dans l'ordre. Et donc, on voit toujours la même activation dans l'espace d'entrée. Ici, vous voyez qu'elle est exactement la même, c'est les mêmes
positions qui sont d'un essai à l'autre qui sont stimulées pour l'animal, mais lui sait qu'il va devoir les reproduire dans l'ordre inverse. Et vous voyez que, par exemple, l'espace 1 ici ne s'active pas tout de suite, mais le singe doit attendre, et typiquement ici, il attend le dernier élément d'information, et c'est le dernier élément d'information qu'il va mettre en premier dans cet espace. Et puis, vous voyez toute la remise en ordre des informations ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une transmission automatique de l'espace 1, pardon, de l'espace sensoriel pour le premier item vers l'espace 1. Ça ne survient que si on doit reproduire la séquence en marche avant, mais si on doit la reproduire en marche arrière, il y a un système intelligent quelque part qui fait le routage de l'information vers ces espaces de mémoire. Donc c'est vraiment une description exceptionnellement fine que réalise Liping Wang de toutes les étapes de stockage dans la mémoire de travail. Mais maintenant que ces éléments sont en place, on peut poser la question, lesquels de ces systèmes vont être utilisés pour des mémoires conscientes et pour des mémoires non conscientes? Est-ce qu'on va pouvoir voir des activations non conscientes dans ces différents sous-espaces qui ont été décrits? Et la théorie est très simple, elle prédit que le routage flexible, tel que je viens de vous le montrer ici, vers ces sous-espaces de mémoire, ne va pouvoir se produire que si on est conscient. Qui dit routage dans l'espace de travail global dit conscience, d'accord? Et on devrait trouver un embrasement non linéaire, tout ou rien, comme je l'ai décrit au cours numéro 4, comme on l'a vu chez l'homme en premier avec Claire Sergent, Antoine Delcu dans le laboratoire. On devrait trouver cet embrasement au niveau neuronal uniquement lorsque l'animal est conscient de l'information. Alors pour manipuler la conscience, on a repris un paradigme assez proche de celui qu'on avait utilisé avec Peter Hoefsema dans un article de Science antérieur que je vous ai décrit dans un cours précédent, le cours numéro 4 toujours. Vous voyez qu'on présente ici une information qui cette fois-ci va être extrêmement brève, 17 millisecondes. On présente toujours une position et on va masquer cette position par un masque ici avec toutes les positions possibles, de sorte que ce n'est pas toujours facile de voir quelle est la position qui a été stimulée. Et on va faire ça pour la première, pour la deuxième. On va demander juste 2 informations à retenir à l'animal. Alors, pour manipuler la force de cette représentation, on va faire varier le contraste de T1 ici, et de même le contraste de T2. Et on va même inclure des essais où il n'y a pas de stimulus du tout, donc c'est contraste 0, ça veut juste dire qu'il y a un stimulus absent, mais l'animal ne sait pas quand est-ce que ces essais surviennent, et donc il va devoir se forcer à répondre comme s'il y avait un stimulus. Alors le comportement est très clair. Vous voyez qu'ici, évidemment, quand il n'y a pas de stimulus, c'est les traits en pointillés, l'animal fait au hasard, il n'y a pas de définition du stimulus, il répond à toutes les positions possibles, mais plus le contraste du stimulus augmente, plus la performance monte, elle est très faible à contraste bas, ici 4 ou 8, un petit peu meilleure que le hasard, et vous voyez ici la performance en fonction de la position, 0 serait la bonne position pour 3 singes différents, vous voyez que l'animal répond un peu plus souvent à la bonne position, mais lorsque le contraste est très bas, c'est quand même des performances assez faibles ici, et donc on va avoir suffisamment d'essais erronés, et on va supposer que ces essais erronés correspondent à une mauvaise prise de conscience, à une non-prise de conscience, donc à un traitement subliminal de l'information. Donc là, c'est une supposition assez forte. L'animal ne peut pas nous rapporter s'il a vu ou s'il n'a pas vu, mais par son comportement, après un délai, il nous dit qu'il a raté le stimulus qui était présenté au départ, et on va pouvoir distinguer les essais corrects et les essais incorrects, et utiliser ça, comme auparavant, comme une sorte de proxy pour le fait qu'il ait pris ou non conscience de l'information. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qu'on a observé, c'est une séquence d'activités avec des étapes continues et des étapes tout ou rien. Et si vous vous souvenez du travail que j'ai présenté au cours 4, le travail notamment d'Antoine Delcu et Claire Sergent, c'est exactement ce qu'on a vu avec les potentiels évoqués, la magnétoencéphalographie chez l'homme, une séquence linéaire suivie de non linéaire. Alors, première étape linéaire, ou en tout cas monotone avec le stimulus, vous voyez ici, l'espace d'entrée, l'activité dans l'espace d'entrée est strictement monotone en fonction du contraste du stimulus. Et donc, même des stimuli qui ne vont pas être rapportés par l'animal correctement, donnent lieu à une activation dans cet espace d'entrée. C'est une activation subliminale et proportionnelle au contraste du stimulus. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour les espaces de rang 1 et de rang 2 qui ont cette activité soutenue et qui gardent l'information en mémoire. Eux sont complètement tout ou rien, presque complètement tout ou rien. Vous voyez que l'activité ici est complètement indépendante du contraste du stimulus dans les essais corrects. On est ici en train d'indiquer les essais corrects. Donc, quand l'animal a réussi à s'accrocher à l'information, quel que soit le contraste d'entrée, eh bien, l'état de convergence
de ces espaces de mémoire est rigoureusement le même. Ce sont des attracteurs. Ce sont des attracteurs, tout ou rien. Si on tombe dans l'attracteur, on a une activité soutenue. Si on n'y touche pas, on n'a pas d'activité. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Dans les mêmes neurones, on a ces deux étapes, linéaires suivies de non linéaires. Et on peut le voir plus clairement lorsqu'on regarde les essais avec erronés. Donc là, vous avez les essais corrects et les essais incorrects. L'espace d'entrée s'active quand même lors des essais incorrects. L'animal va rapporter la mauvaise réponse, ce qui suggère qu'il n'a pas vu le stimulus, mais nous, on a une activation qui nous dit quelle était la bonne réponse. De façon transitoire, dans son cortex, il y a eu une activation de la bonne réponse. Voilà. Et on le voit aussi bien pour T1 que pour T2 ici, alors que les espaces de mémoire ici ont une activité qui retombe complètement à zéro lors des essais incorrects. Donc il n'y a aucune transmission, il y a vraiment une étape, une porte, tout ou rien, qui laisse rentrer l'information dans certains essais, qui ne laisse pas rentrer dans d'autres essais. Voilà. Et lorsqu'on trie en fonction de la réponse finale du singe, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe dans les essais erronés. Dans les essais erronés, il y a une activation dès le départ de la position qui correspond à la réponse que l'animal va faire ensuite. Et il y a donc une compétition, vous voyez, entre le stimulus et la position auquel l'animal va répondre. Donc s'il se trompe, c'est parce qu'il y a déjà une activation au niveau de la réponse et que c'est celle-là qui gagne dans les essais erronés. Donc on voit une sorte d'hallucination, en quelque sorte, en tout cas une compétition entre le stimulus réel et le stimulus erroné, et dans des essais incorrects, c'est le stimulus erroné qui gagne. On le voit encore plus clairement si on regarde les essais où il n'y a pas de stimulus du tout, donc zéro contraste. Donc en fait, il n'y a pas de stimulus qui a été présenté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que le singe détecte ces essais-là et fait appel à sa volonté, fait appel à un circuit différent, un circuit intentionnel pour dire ces essais-là, je vais répondre au hasard. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le singe utilise exactement le même circuit. On voit les mêmes activations, simplement elles sont remplacées par une activation bruitée qui est celle d'une sorte d'hallucination, une sorte d'activation spontanée du système. Donc on peut le voir dans ces courbes ici. Vous voyez ici ce qui se serait passé lorsqu'il y a un stimulus très facile à voir en noir et ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de stimulus du tout, 0% en rouge. Vous voyez qu'il y a quand même une activation. Elle est un peu plus tardive, elle est un peu plus faible, mais elle est là quand même. C'est comme si le système se forçait à voir une position, même s'il n'y en a pas eu de stimulé, mais ça conduit à presque le même état d'activité dans les espaces de mémoire. Donc il y a une mise en mémoire d'une information transitoire qui a été activée de façon faible au départ. Voilà. Donc activation faible qui est amplifiée et qui conduit à une activation tout ou rien. Et c'est exactement ce que prédit l'espace de travail neuronal global, une transition, une capacité d'amplifier une toute petite information, et quand on en prend conscience, eh bien, il y a embrasement, comme si on l'avait vu normalement, presque comme si on l'avait vu normalement. Donc, conclusion, cette étude montre de façon assez remarquable cette dissociation entre des étapes perceptives, linéaires, parallèles à travers toutes les positions. Il peut y avoir plusieurs positions qui sont en compétition, et puis ensuite, il y a une seule d'entre elles qui gagne la compétition et qui rentre dans la conscience et dans la mémoire de travail ici. Ce qui est surprenant, c'est que les deux étapes surviennent dans le cortex préfrontal. Dans le modèle précédent, on avait plutôt en tête l'idée que les étapes perceptives étaient postérieures dans le cerveau et que dans le cortex frontal, ce serait tout ou rien uniquement. Là, il y a les deux en même temps. C'est peut-être pas surprenant parce que, quelque part, le cortex préfrontal est le reflet d'entrée qu'il reçoit de tous les systèmes postérieurs, et peut-être que ces activations transitoires que l'on voit dans cet espace sensoriel ne sont que le reflet d'activations postérieures et non conscientes. Mais le statut conscient de cette activation transitoire n'est pas complètement clair, parce que l'animal ne peut pas rapporter, et il est possible aussi que ces activations sensorielles soient une sorte de conscience flottante intermédiaire, un vague stimulus, on n'est pas sûr de l'avoir vu, etc. Donc il y a une ambiguïté là-dessus. Nous interprétons l'embrasement comme étant la prise de conscience, mais ce n'est pas complètement impossible de débattre de ce point-là et de dire, avant l'embrasement, il y a quand même une conscience intermédiaire, perceptive, passive, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a toujours un débat là-dessus. Mais en tout cas, sur le plan simplement de la mécanique de l'activation neuronale, les données sont extraordinairement claires. On a vraiment ces deux étapes, linéaires suivies de non linéaires, convergence vers un attracteur, tout ou rien, avec vraiment une bifurcation
entre cet état haut ou cet état bas. Alors, évidemment, il est important de compléter ces études chez le singe par des études chez l'homme, et en particulier parce que l'homme peut rapporter, mais aussi parce que l'homme peut faire des tâches plus complexes sur une instruction très simple. Et donc, nous avons aussi regardé, et je voudrais parler des travaux en particulier de Darinka Trubutschek, qui a été au laboratoire, mené des études sur la capacité de garder en mémoire des informations subliminales, parce qu'on a quand même trouvé chez l'homme une capacité de garder un peu d'informations en mémoire, même de façon non consciente. Ça a commencé par un article de Soto en 2011 qui a réalisé des paradigmes un petit peu comme on vient de le voir ici, encore plus simple quelque part. Vous voyez ici un indice qui est une petite grille orientée. On doit essayer de retenir l'orientation de la grille parce qu'on doit devoir la comparer avec une autre par la suite, après un délai. Parfois, il y a un distracteur même. Et Soto avait trouvé qu'on pouvait faire mieux que le hasard, même quand le stimulus est masqué et même quand la personne dit « j'ai rien vu du tout ». Donc, elle n'a rien vu du tout, mais on la force à répondre et elle arrive à faire un petit peu mieux que le niveau du hasard ici, qui serait 50%. C'était quand même une surprise, cet article de Soto. On a beaucoup discuté au laboratoire et on s'est dit qu'il allait falloir étudier ce phénomène de très légères traces de mémoire non consciente. Est-ce que c'est vraiment une mémoire de travail ou bien est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans le système? J'avais montré les études de Jean-Rémy King qui avait déjà montré un délai d'à peu près 1 seconde pendant lequel l'information décroissait mais était quand même significative à la fin du délai. Et ici, avec donc Darinka Trubutschek, Sébastien Marty, Jean-Rémy King, plusieurs autres, on a créé ce paradigme qui ressemble un petit peu à celui du singe. Vous voyez ici où on flash une information périphérique, elle peut être à plusieurs positions, je crois qu'il y avait 24 positions ici, elle est masquée, donc dans un certain nombre d'essais, vous ne la voyez pas, il y a un long délai, et ensuite vous devez rapporter la lettre qui est présentée, donc c'est une manière de rapporter, il y a 24 lettres ici, elles changent à chaque essai, et ça nous permet de dire à haute voix quelle était la position qu'on a retenue en mémoire, d'accord? Et puis ensuite, le sujet va dire s'il a vu ou pas vu, voilà. On a une échelle à 4 niveaux. Donc vous pouvez vraiment, de façon un peu graduelle, rapporter la visibilité de ce que vous avez vu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait varier le masque ici. C'est peut-être une méthode encore meilleure. Vous voyez, la cible est constante et le contraste du masque permet d'ajuster pour que pour chaque sujet, il y ait à peu près 50% d'essais vus et 50% d'essais pas vus. Donc c'est assez sympa parce que ça va être exactement le même stimulus trié en essais vus, en essais pas vus, comme on l'a fait auparavant. Quelque chose qui n'est pas tout à fait faisable chez le singe, parce qu'on ne peut pas avoir ce rapport de visibilité pour l'instant, en tout cas. Alors, vous voyez aussi que de temps en temps, on présente un distracteur. Ça, c'est clé pour tester la mémoire de travail. Est-ce qu'elle résiste à des distracteurs ou pas? Et puis, on va regarder aussi, et je vais commencer par là, la différence entre perception et mémoire de travail. On a des essais de perception seuls, où on enlève le délai, on demande au sujet directement de rapporter vu, pas vu, et donc la seule tâche du sujet, ce n'est pas de mettre en mémoire de travail, c'est simplement de voir le stimulus, de percevoir le stimulus, et ça nous permet de tester la différence entre perception consciente et mémoire de travail. Et ça, c'est le premier résultat de cet article important, donc avec Darinka Trubutschek, c'est que la perception consciente, c'est le début de la mémoire de travail. On voit essentiellement exactement le même déroulement d'activité avec la magnétoencéphalographie et on voit la même bifurcation entre les essais vus et les essais pas vus, à peu près vers 300 millisecondes. Ici, vous voyez, c'est l'embrasement conscient qu'on réplique une fois de plus. Et on le voit ici de façon plus brève dans les essais de perception et plus prolongée dans la tâche de mémoire de travail. On le retrouve ici lorsqu'on fait ces fameux décodeurs, donc vous commencez à être familier avec cette image de généralisation à travers le temps. On entraîne un décodeur et on monte le temps d'entraînement, des données d'entraînement sur l'axe des Y, et ensuite on regarde si le décodeur généralise à des temps d'autres données. La diagonale, c'est quand les temps sont égaux, et on peut regarder s'il y a un pattern au-delà de la diagonale, une épaisseur de la diagonale qui nous montre la métastabilité de ces représentations. Ce que vous voyez ici, c'est que si on entraîne sur la perception, on généralise évidemment à la perception, on a cet embrasement important avec une épaisseur de la diagonale ici, pas complètement carré, mais enfin une vraie épaisseur, donc une métastabilité des représentations. Et de façon très importante, ça généralise au début de la tâche de mémoire de travail. D'accord ? Donc, perception et mémoire de travail partagent une étape initiale. L'accès à la mémoire de travail, c'est la perception consciente, c'est la thèse que nous proposons dans le cas du modèle de l'espace de travail neuronal global. Donc, l'embrasement
conscient que nous avons vu de façon précédente, c'est le début de la mémoire de travail qui peut se prolonger ensuite. Alors on voit un peu ce prolongement ici, vous voyez cette espèce de carré ici de décodabilité assez pâle, c'est la métastabilité de la mémoire de travail. Après une seconde, vous gardez l'information et on est capable de décoder si vous avez vu ou si vous n'avez pas vu. C'est joli quand même, hein. Pendant un délai, vous n'avez rien à répondre de particulier, mais nous, on est capable de décoder avec la magnétoencéphalographie si vous allez dire « j'ai vu » ou si vous allez dire « j'ai pas vu de stimulus ». On le voit déjà là. Mais vous voyez que c'est un carré assez pâle, très différent de l'activité initiale, une espèce de prolongement de l'activité, mais assez médiocre. Alors on va voir qu'en fait, il faut toujours garder en tête qu'ici, ce sont des moyennes de très nombreux essais, et que ça ne reflète pas forcément ce qui se passe à chaque essai. Ça va être un point très important de cette matinée. Donc en moyenne, et le travail chez le singe c'était aussi en moyenne, hein. En moyenne, il y a de l'activité soutenue, il y a quelque chose en mémoire dans le système, c'est ça la mémoire de travail. Mais est-ce que c'est ça à chaque essai? On va y revenir. Alors, je continue, hein, on a des signatures de la consciente assez nettes ici. Lorsqu'on fait une analyse spectrale, donc vous avez les fréquences sur l'axe des Y et le temps sur l'axe des X, on voit que notamment sur les capteurs préfrontaux, vous avez une signature de la conscience sous forme de décroissance de la puissance, notamment dans la bande bêta. C'est une bande assez large ici, mais vous voyez jusqu'à à peu près 30 Hz ici, entre 10 et 30 Hz ou 15 et 30 Hz. Il y a une très grosse décroissance de la puissance bêta et c'est une signature de la conscience. On voit très bien ici qu'elle est plus courte dans le cas de la perception et qu'elle est prolongée dans le cas de la mémoire de travail. Donc la perception et la mémoire de travail partagent une étape initiale. Et vous voyez que c'est complètement absent dans les essais pas vus. Donc il y a vraiment une signature de la conscience ici. Alors je ne vais pas parler de la performance, parce que c'est là qu'on a quand même un paradoxe, c'est que la performance est évidemment très bonne dans les essais où le sujet dit « j'ai vu le stimulus », donc le sujet répond précisément à la position, on a ramené tout à 0 ici, qui est la position du stimulus, on a fait tourner le diagramme pour que tout soit centré sur 0, ici vous voyez que le sujet est très précis. S'il dit qu'il a un peu moins bien vu ou à peine vu, il est quand même encore assez précis. Mais surtout, même quand il dit « j'ai rien vu du tout », « j'ai pas vu de stimulus », il arrive à faire beaucoup mieux que le hasard. On le force à répondre et il répond assez souvent à la bonne position du stimulus. Donc c'est ça qu'avait trouvé Soto, qu'on réplique ici. Il y a une forme de mémoire de travail, après plusieurs secondes, hein, je crois qu'ici c'est de l'ordre de 3 ou 4 secondes, il y a une forme de mémoire de travail, je m'excuse, pas de mémoire de travail, de mémoire à court terme, prolongée pendant quelques secondes, même pour des stimuli non conscients. C'est ça qu'il faut expliquer. Alors, vous voyez que la mémoire est moins bonne, hein, il y a une certaine dispersion dans les essais pas vus. Néanmoins, elle résiste aux distracteurs. Donc là, on voit les essais avec ou sans distracteur. En fait, la présence d'un distracteur n'a pas d'effet. On arrive à résister aux distracteurs, mais c'est vrai aussi pour les essais pas vus. Et on a répliqué ça un grand nombre de fois. Je passe un peu sur les détails, mais c'était la thèse de Darinka-Trubunchek. Par exemple, ici, vous avez un effet du délai. D'accord ? Donc il y a des délais plus grands, je crois que 4 secondes, et puis des délais plus petits, je crois que c'était 2 secondes. Vous voyez que le délai a un effet sur la dispersion de la mémoire. La dispersion est plus grande dans les essais vus lorsque le délai est plus grand, donc on commence à être un petit peu moins précis sur la position qu'on a vue. C'est un attracteur qui bouge un petit peu, c'est comme ça que c'est interprété. Hein. Mais vous voyez que pour les essais pas vus, ben, en fait, on garde là encore la mémoire, même jusqu'à 4 secondes. Même chose pour l'effet de la charge. On charge la mémoire dans une expérience supplémentaire, on a chargé la mémoire du sujet avec 5 chiffres à retenir en plus de la tâche spatiale, et néanmoins, il y a une résistance à cette distraction supplémentaire. Et puis, dans un autre article de 2019, ici, on a montré que la personne pouvait retenir 2 positions, et que pour les 2 positions, la première comme la deuxième, il y avait une mémoire non consciente après un délai, d'accord ? Et dans le bon ordre. On est capable de retenir la position 1, la position 2. Donc il y a quelque chose comme une préactivation transitoire d'une partie des mémoires de la position 1, de la position 2. C'est un petit peu différent du singe. Peut-être que ça n'a pas encore été détecté chez le singe, peut-être que l'homme est différent ici, mais il y a quelque chose comme une activation en mémoire qui reste même après un délai assez long ici, même dans les essais pas vus. D'accord. Alors, vous pouvez être sceptique, il faut être sceptique dans ce genre d'expérience, hein, et on était très sceptique au départ de l'article de Soto et de nos propres travaux. 2 interprétations alternatives. Peut-être que le sujet se trompe, il a répondu pas vu, mais en fait il s'est trompé de bouton, et on prend ça pour des essais où il n'a pas vu, mais en réalité il voulait dire vu, d'accord ? Première hypothèse.
Bon, deuxième hypothèse, les sujets n'arrivent pas à faire la tâche, ils se forcent tout de suite à choisir une réponse, et puis c'est ça qu'ils gardent en mémoire de travail tout du long. Donc ce n'est pas une mémoire de travail non consciente, c'est une catégorisation très rapide du stimulus, et puis ils le maintiennent en mémoire. Souvenez-vous que chez le singe, ça ressemble à ça. Le singe converge vers un attracteur dès le départ, et il s'y tient, et il donne sa réponse à la fin de l'essai. À ce moment-là, ce n'est pas une mémoire de travail non consciente, c'est une mémoire de travail consciente. C'est uniquement au tout départ qu'on a catégorisé le stimulus et qu'on s'est forcé à répondre dès le départ, en quelque sorte. Alors, on peut réfuter ces deux interprétations. Je vous ai montré qu'il y avait une signature de la conscience qui est cette activité soutenue avec une décroissance de la puissance dans les ondes bêta. Donc, une fois qu'on a observé cette signature, eh bien, on peut tout simplement se demander si elle est encore présente dans les essais pas vus mais corrects. Si le sujet maintenait consciemment une mémoire anticipant la réponse dans les essais pas vus, et c'est ça qui lui permet de répondre correctement, ben on devrait le voir ici, on ne le voit pas. D'accord ? On ne le voit pas non plus, on voit tout à fait autre chose. Ici, on voit de l'activation occipitale dans la bande alpha. Donc, on ne voit pas cette signature de la conscience qui suggère que les essais sont vraiment non conscients. Le sujet ne garde pas en tête quelque chose tout au long de ce délai. Dans les essais pas vus, il n'a rien en tête de particulier à ce moment-là. Voilà. Donc, les essais pas vus corrects ne sont pas juste des essais vus qui auraient été mal rapportés par le sujet ou il aurait appuyé sur le mauvais bouton. C'est un autre phénomène. Et de la même manière, s'il faisait ce qu'on a appelé ici early guess, c'est-à-dire qu'il se forçait à répondre tout de suite au départ et garder ça en mémoire, on verrait cette signature de la mémoire, on ne la voit pas. Et puis il y a d'autres arguments aussi. Si c'était le cas, comme chez le singe d'ailleurs, hein, on devrait être capable de décrire la réponse du sujet tout au long du délai. On devrait être capable de la décoder. Elle devrait être maintenue. On devrait, dès le départ, voir la réponse du sujet. Alors, de cette manière-là, on est capable de le faire en MEG. Hein. On n'a pas tout à fait accès à la même qualité d'information que vous avez vu chez le singe, c'est-à-dire vraiment capable de voir des espaces neuronaux qui codent la mémoire d'une position 1, d'une position 2, d'une position 3, de façon très précise. Mais on est quand même capable de faire mieux que le hasard pour décoder ce que la personne a vu, ce que la personne a en tête. D'accord ? Que la personne a vu ou pas vu, d'ailleurs, ce qui a été stimulé. Vous voyez ici un décodeur qui est fondé, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est la corrélation circulaire, puisqu'ici il y a toutes ces positions qui sont sur un cercle, hein, entre les signaux MEG et la position effective du stimulus. Et vous voyez que pendant un moment transitoire, ici on est capable de décoder, mieux que le hasard, la position du stimulus sur l'écran. D'accord ? Et on voit qu'il y a de l'information occipitale, pariétale et temporale, largement postérieure ici, qui permet de faire ce décodage. Alors on peut le faire aussi bien pour les essais vus que pour les essais pas vus. Ça c'est assez joli, ça correspond à cet espace d'entrée qu'on voyait chez le singe. Hein. L'entrée de l'information, elle est décodable et on voit la position qui rentre. Et vous vous souvenez, dans notre manip, c'est exactement le même stimulus, simplement de temps en temps il n'est pas vu, de temps en temps il est vu. On voit qu'ici c'est le même stimulus, hein. Grosso modo c'est à peu près le même décodage dans un temps assez court ici, dans les essais vus et dans les essais pas vus. Et puis on voit que si on fait un décodage plutôt dans les électrodes pariétales, temporales, ici plus en avant, eh bien on voit une durée plus grande du décodage dans les essais vus que dans les essais pas vus. Donc ça correspond assez bien à cette divergence. Il n'y a pas d'activité soutenue tout au long de l'essai dans les essais pas vus. Il y en a un petit peu plus, mais je vais y revenir parce que vous voyez qu'elle décroît aussi beaucoup. Elle décroît quasiment à zéro ici, dans les essais vus également. Alors une fois qu'on a ce décodeur, on peut poser la question, est-ce que je peux décoder la réponse ? Si le sujet se forçait à répondre tout de suite et que tout ça c'était de la mémoire de travail normale, consciente, même dans les essais pas vus, eh bien je devrais être capable de décoder la réponse du sujet, comme je le fais chez le singe. Et ce n'est pas le cas ici. Vous voyez que dans les essais pas vus, il y a un tout petit peu de décodage, on peut discuter, mais beaucoup moins que dans les essais vus. Donc ça n'est pas compatible avec l'idée que le sujet catégorise d'emblée le stimulus et garde une mémoire consciente. Il y a vraiment un phénomène différent dans cette mémoire non consciente. C'est un phénomène différent. Ce n'est pas une activité soutenue tout au long de l'essai. Alors, on peut discuter à nouveau. Hein. Dans les essais pas vus corrects, il y a un petit peu plus de décodabilité du stimulus. Donc il n'est pas impossible qu'à certains essais, une minorité d'essais, le sujet utilise cette stratégie de se forcer à répondre tout de suite et à garder en mémoire la réponse qu'il ferait tout de suite. Mais on a l'impression que ce n'est quand même pas du tout le cas pour la majorité des essais, et qu'il y a donc un phénomène différent de mémoire à court terme non consciente qui est capable de rester quelques secondes dans le système.
Voilà. Et donc la mémoire de travail, je pense qu'on ne doit pas l'appeler mémoire de travail, j'y reviens dans une seconde, la mémoire à court terme non consciente diffère de la mémoire de travail consciente. Alors, il y a quand même quelque chose de tout à fait fascinant. Même la mémoire de travail consciente, on avait dit que ça doit basculer dans un état haut où l'information reste soutenue. C'est le modèle classique depuis maintenant 40 ou 50 ans de la mémoire de travail, les neurones qui resteraient actifs dans un attracteur tout au long du délai. Ce qu'a vu Joachim Fuster, par exemple, un très grand neurophysiologiste, mais ce qu'on a vu dans le travail de Liping Wang. Eh bien, chez l'homme, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on voit. Et vous voyez ici que même dans les essais conscients, où le sujet dit « j'ai vu », où on est capable de décoder la position du stimulus de façon très forte ici, eh bien après un certain temps, après une seconde, après 2 secondes, l'activation ne permet plus de décoder la position du stimulus, ou presque plus. Il y a des petites bouffées qui reviennent ici. Et vous voyez que lorsqu'on présente le distracteur, dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, on est capable de décoder la position du distracteur, mais de façon assez intéressante, ça conduit aussi à une réactivation de la position de la cible. Le sujet essaye d'éviter le distracteur, de se souvenir de la cible, et on voit une réactivation de la position de la cible. Alors ça, c'est quand même pas l'image normale de la mémoire de travail. Tout le monde a en tête la mémoire de travail, boum, je bascule dans un état haut, puis je conserve l'information active tout au long du délai. Et là, ça n'a pas l'air d'être ce qui se passe quand même. Et il y a de plus en plus de travaux qui suggèrent que la mémoire de travail ne correspond pas forcément pendant tout le délai à un état d'activité élevé, mais qu'il peut y avoir des pertes d'activité. Et c'est notamment le travail de Misha Tsodix, qui était notre co-auteur pour cet article, parce qu'il nous a aidé à modéliser les données, faire cette proposition d'une mémoire de travail silencieuse, sans activité. Alors c'est une proposition très importante, donc je voudrais y consacrer quelques minutes pour vous expliquer la théorie, et ensuite on va voir qu'il y a des données qui vont dans ce sens. Bon, l'idée dont part Tsodix, Misha Tsodix, c'est que, comme on est tous d'accord là-dessus, un contenu initial de mémoire de travail, c'est d'abord codé par une assemblée de cellules qui rentrent en activité. D'accord ? Donc, différents contenus, ici il est représenté par 4 couleurs différentes, vont correspondre à différentes assemblées de neurones qui s'activent. Si c'est le contenu rose, ça peut être une des positions sur l'écran, c'est cette assemblée-là qui s'active, d'accord ? Sinon, ce sont d'autres assemblées qui s'activent. Mais l'idée de Misha Tsodix, c'est que cette activité ne va pas forcément rester tout au long de l'essai. En réalité, on sait tous qu'il y a une adaptation, qui est représentée ici par la variable x, donc il y a une adaptation progressive de la capacité du neurone à répondre, et ça veut dire que les décharges du neurone vont devenir de moins en moins fréquentes et peuvent même s'interrompre complètement. Alors, dans le modèle classique de mémoire de travail, si l'activité s'interrompt, c'est fini. On a perdu le numéro de téléphone, on ne sait plus rien, tout disparaît d'un seul coup. Dans le modèle de Tsodix, ça n'est pas le cas, parce qu'il y a une variable U ici, qui est une variable synaptique. Son idée, c'est que les synapses qui relient ces neurones entre eux, au sein de cette assemblée rose par exemple, vont changer et se renforcer, mais de façon extrêmement transitoire, vont avoir une force qui va augmenter transitoirement, qui est la variable U ici, et donc même si l'activité disparaît, eh bien, il y a encore une mémoire synaptique, inactive, de ce qui a été stocké de l'assemblée rose. Voilà. Une mémoire qui est propre à l'assemblée rose, parce que ce sont les connexions propres à cette assemblée qui ont changé. Et ça va permettre une réactivation de l'assemblée par la suite. Donc voilà des simulations du travail de Tsodix. Vous voyez une activation initiale très soutenue, métastable, ce dont je vous ai parlé depuis le départ, sauf qu'avec l'adaptation, elle peut disparaître et revenir de temps en temps sous forme de bouffées d'activité. Donc au lieu d'avoir une activité soutenue tout au long du délai, on va avoir des bouffées d'activité. C'est ça que prédit le modèle. Et ces bouffées d'activité vont rafraîchir la variable U et vont permettre de garder constamment en mémoire une information pour un délai arbitraire. Tant qu'il y a des réactivations transitoires, on peut avoir une mémoire de travail, une mémoire à la fin de l'essai en tout cas. On voit spontanément dans la simulation ici quelque chose qui est un phénomène bien connu, c'est la répétition. On sait tous ça. Si on veut garder en mémoire pendant plus de quelques secondes une information, on a besoin de se la répéter. Bien là, le système se la répète spontanément, en quelque sorte. C'est un phénomène spontané dans le système. Et il y a un phénomène aussi très intéressant. Si la mémoire est dormante, mais qu'on stimule avec un pulse rigoureusement aléatoire, une espèce d'entrée dans le système,
qui pourrait être simulé par la TMS ou peut-être par un bruit extérieur au système ici, eh bien on va voir se réactiver l'assemblée en question. Vous la voyez qu'ici, cette ligne noire représente la réactivation de l'assemblée de départ. Donc le système est capable de se réactiver à n'importe quel moment à cause de cette mémoire synaptique U ici. Et sans rentrer dans le détail, à la suite du travail de Tzodix, il y a eu plusieurs travaux qui ont testé cette idée que si on envoie un pulse d'activité aléatoire vers le cortex préfrontal, ça peut être avec de la stimulation magnétique transcrânienne, ou ici dans le travail de Stokes, c'est avec du bruit visuel ou auditif, eh bien vous voyez une réactivation de la mémoire. Donc ça a été testé empiriquement, et il y a un très bel article de Science. Je crois que ici c'est Nature Neuroscience et ici c'est Science, deux articles très importants, parce que non seulement on voit cette décroissance de l'activité dans le cortex frontal humain, mais on voit cette réactivation qui était prédite par le modèle de Tzodix ici. Alors l'hypothèse c'est qu'à la fin du délai, lorsque après 4 secondes on demande au sujet mais c'était quoi la position que vous aviez en tête, eh bien c'est ça qui se produit. Il y a une réactivation. Mais pendant ce temps-là, pendant toute la durée du délai, ou une bonne partie de la durée du délai, il n'y avait soit pas d'activité, soit des petites réactivations transitoires. Alors c'est là que ce que je vous ai dit est crucial. Hein. Si on fait la moyenne de tous ces essais où ces activations surviennent à des instants aléatoires, ben on va avoir l'impression qu'il y a une activité soutenue. Mais en réalité, essai par essai, elle n'est pas soutenue. Essai par essai, elle est transitoire sur des petits flashs de réactivation dans la mémoire de travail. Donc c'est un modèle quand même très différent du modèle classique. Et alors, première prédiction, cette activité dormante, elle est juste dans les synapses. Elle a modifié des synapses. Ce n'est pas un état d'activité du cerveau, c'est un état dormant. Il n'y a pas de décharge neuronale forte. Ces décharges neuronales fortes ont disparu, l'activité métastable a disparu, mais la mémoire est restée dans les synapses. Première prédiction, ça permet de retenir l'information, mais ça ne permet pas de la manipuler. Si vous devez manipuler l'information, alors vous allez devoir la réactiver, parce que c'est seulement les assemblées actives qui peuvent être transformées d'un point à l'autre du cerveau, qui peuvent être transmises, routées, etc. Alors, on a testé ça avec Darinka Trubutschek et Sébastien Marty. Dans un article, on a demandé une rotation mentale du stimulus. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que ça nous entraîne un peu loin, mais vous voyez ici qu'on continue de présenter notre cible, on la masque, on demande si elle est vue ou pas, donc à la sortie, on sait si elle est vue ou pas. Mais en plus, on rajoute un indice ici, qui est là, et qui vous dit, vous devez tourner la position du stimulus dans votre tête. Donc vous n'allez pas devoir rapporter cette position-là, mais lorsque la lettre G apparaît, c'est des sujets français, vous devez la tourner de 120 degrés vers la gauche. Donc si c'était cette position-là, vous allez devoir rapporter quelque chose dans ce coin-là, d'accord ? Et parfois c'est la lettre D, et parfois ça indique simplement qu'on ne doit pas tourner, d'accord ? Et voilà ce qu'on a trouvé. Dans les essais conscients, qui sont en rouge et en orange ici, si vous ne devez pas tourner l'information, vous êtes capable de rapporter où elle était présentée. Si vous devez tourner l'information, vous rapportez une position qui est effectivement à 120 degrés de là où elle était au départ. Donc vous êtes capable de faire cette tâche de rotation mentale. Vous voyez que la précision est moins bonne, hein, c'est normal, parce que vous avez un certain flou dans votre rotation. Mais le point crucial, c'est que même dans les essais pas vus, on retrouve cette bosse ici qui est en bleu clair. Autrement dit, même dans les essais pas vus, le sujet est capable de faire une sorte de rotation mentale de l'information dans sa mémoire de travail. Alors, première réaction, c'est une violation de ce que je viens de vous dire. Le sujet est capable de manipuler de l'information non consciemment dans sa mémoire de travail. Mais deuxième réaction, non, c'est pas vrai. Cette fois-ci, le sujet doit être en train de faire une manipulation consciente. Le sujet a dû se forcer à choisir une réponse et il doit être en train de faire une manipulation consciente. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, vous vous souvenez de cette signature de désynchronisation dans la bande alpha et surtout bêta ici, qu'on avait observé comme signature de la conscience. D'abord, cette signature est beaucoup plus présente dans cette expérience que dans les autres. Dans les essais pas vus, elle est un petit peu présente ici. Mais surtout, après la présentation de l'indice de rotation, elle est massive et les essais vus et pas vus, unseen et seen, ne se distinguent plus. Autrement dit, le sujet se force consciemment à tenter une position et là, il fait un travail conscient. À partir du moment où la rotation est demandée, le sujet fait un travail conscient. Il ne fait plus un travail non conscient. Donc, c'est plus du tout la même chose qu'auparavant. Hein. La mémoire ne peut plus rester dormante. Elle est obligée de se réactiver pour être manipulée. Et ça, c'est une prédiction qu'on a pu tester d'une autre manière aussi. C'est en regardant le décodage ici. Vous avez le décodage en fonction du temps. Et vous voyez que dans les essais vus, on a un décodage initial de la position,
puis ça décroît, puis ça recroît au moment où il y a l'indice qui indique la rotation à faire, mais surtout, on voit apparaître la position, alors ce qu'on appelle pre-rotation location, c'est celle qui aurait dû s'activer pour prédire la réponse du sujet. C'est très important dans les essais pas vus parce que c'est la réponse, c'est une position erronée, mais c'est celle qui conduit à la réponse du sujet. Et puis surtout, à la fin, on a le décodage de la réponse effective du sujet ici. Et vous voyez que même dans les essais pas vus, il y a des activations beaucoup plus fortes qu'auparavant et surtout identiques aux essais vus et aux essais pas vus ici pour la réponse du sujet. Donc nous pensons que même s'il y a une capacité de faire mieux que le hasard, elle est petite, hein, dans les essais pas vus, c'est quelque chose de différent maintenant, c'est un traitement conscient en se forçant à catégoriser un stimulus qu'on n'a pas forcément vu, mais dont on peut faire mieux que le hasard. Voilà. Alors cette idée de... c'est un bouleversement, hein, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, pas seulement dans le domaine de la conscience, mais dans le domaine de la mémoire de travail, qui est un sujet de recherche extrêmement important. L'idée que ça n'est pas une activité soutenue, finalement, en tout cas pas toujours, ce n'est pas obligé d'être une activité soutenue. Bien sûr, si on doit faire un effort extraordinaire, on peut maintenir l'information en ligne active, mais on n'est pas obligé, on a cette mémoire dormante, qui est à notre disposition. Et c'est une idée qui a été soutenue par pas mal de recherches, notamment ici dans le travail de l'équipe de Earl Miller avec Lundquist et collaborateurs. Ils ont montré que si on regarde des essais individuels, on ne voit pas des charges soutenues, en tout cas pas toujours. On voit souvent des bursts d'activité, donc des petites explosions d'activité qui correspondent assez bien au modèle de Tzodix, hein, ici, vous les voyez, essai par essai. Et c'est la fréquence de ces bursts, c'est la probabilité de ces bursts qui change pendant la mémoire de travail, mais ce n'est pas une activité continue de ces bursts. Il y a vraiment plusieurs conséquences importantes de ces idées. D'abord, même des mémoires de travail ne sont pas conscientes tout le temps. Et peut-être vous serez d'accord avec cette idée-là, même si vous devez garder un numéro de téléphone, s'il n'est pas trop long, vous avez la possibilité de penser à 2-3 autres choses en même temps, et puis de revenir au numéro de téléphone. Et puis peut-être de repenser à autre chose en même temps. Ça serait bizarre si la mémoire de travail était complètement saturée par quelques informations et était obligée de garder cette information active et de rien faire d'autre. Ça serait bizarre si l'espace de travail était occupé en permanence pendant 4 secondes sans que vous puissiez penser à rien d'autre. Cette mémoire dormante, elle permet de réorienter l'espace de travail vers d'autres fonctions et de revenir. Voilà. Mais donc ça veut dire que même des items que le sujet rapporte comme étant vus ne sont pas toujours conscients, ne sont pas toujours à l'esprit dans une période de délai de plusieurs secondes. Ils peuvent dormir, ils peuvent être endormis, et ils peuvent être réactivés par la suite. Alors, le problème des études jusqu'à présent, c'est que, d'abord, quand on a juste quelques électrodes ou une électrode dans le cortex préfrontal, on voit quelque chose qui revient à l'état de base, une activité dormante, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas une mémoire quelque part ailleurs dans le système. Des chercheurs comme Peter Roufsema sont extrêmement sceptiques. Et il y a vraiment encore un débat. Hein. Est-ce que vraiment l'activité devient complètement dormante ou bien est-ce qu'il n'y a pas une petite population de neurones quelque part qu'on n'a pas vue et qui garde l'activité en ligne? Et puis la deuxième chose, c'est que ces changements de mémoire synaptique n'ont jamais été vus. Est-ce qu'on pourrait les voir? Dans nos travaux avec la MEG, malheureusement, je crois que ça, c'est pas ce qu'on voit. On voit l'activité cérébrale, mais on ne voit pas les changements synaptiques. Et dans le travail d'Earl Miller que je vous montre là, il n'y avait pas de notion de changement d'activité synaptique. Et c'est là qu'intervient un article tout récent, 2024, de Nature, Panichello et collaborateurs, qui montre directement ces phénomènes. C'est pour ça qu'il est publié dans Nature. Il montre, en tout cas il suggère très fortement, la présence de changements d'activité synaptique et de ces états dormants, une sorte de validation directe de ces états dormants. Toujours la même idée, hein. On va demander au sujet une tâche de mémoire de travail, on va lui présenter un indice à une certaine position, c'est très similaire à nos recherches, le singe fixe au milieu, mais il y a un indice qui est présenté, et puis il y a 2 tâches qui ne sont pas distinguées ici par les auteurs, soit de devoir faire du match to sample, donc décider si un stimulus est présenté à la bonne position ou pas, ou bien faire une saccade. Mais le plus important, c'est de le faire après un délai, d'accord ? Dans les 2 cas, ces 2 tâches, vous allez devoir les faire après un délai. Et pendant le délai, comment l'information est-elle représentée? C'est la mémoire de travail. Vous voyez que ce qui est intéressant, ce sont des mémoires de travail avec très peu d'informations. Je pense que c'est un point important. Si vous avez très peu d'informations à retenir, votre cerveau peut faire autre chose et vous pouvez revenir à cette information. Dans la situation de Liping Wang que j'ai présentée au départ, il y a 3
position à retenir, la charge de travail est considérable et là, probablement, le cerveau dédie toutes ses ressources et garde l'information active. Mais ici, il y a de bonnes chances que l'activité puisse être silencieuse pendant le délai et néanmoins permettre de faire la tâche correctement à la fin. Alors, effectivement, on voit des neurones ici. Vous voyez, là, les couleurs des courbes représentent les différentes positions. Donc voilà un neurone. Cette fois-ci, je vous montre des activités de neurones un par un. Voilà un neurone qui aime bien la position orange. Et il a une très forte activation au départ, et puis il a une activité soutenue. Oui, soutenue, mais en moyenne. En moyenne. Il va falloir regarder essai par essai. Alors, pour regarder essai par essai, ce qui est formidable dans cette étude, et dans beaucoup d'études qu'on voit apparaître maintenant, c'est qu'avec des dispositifs d'enregistrement de type neuropixel, ici, vous pouvez enregistrer des centaines de neurones en même temps. Vous voyez ici, c'est centaines de neurones qui sont enregistrés, et on peut mettre plusieurs neuropixels, donc on peut avoir accès à la population tout entière. Quand vous avez la population tout entière, vous n'êtes plus en train de regarder un seul neurone, mais vous pouvez utiliser le vecteur neuronal pour comprendre le code à chaque essai. Et donc, en moyenne, vous pouvez décoder la position du stimulus. En moyenne, ici, c'est la courbe moyenne, et la courbe moyenne suggère une activité soutenue. Oui, mais à chaque essai. Voilà quelques essais. Ici, vous avez tous les essais, 80 essais d'une session d'un singe, et vous voyez le décodeur. Et le décodeur montre une activité initiale extrêmement forte à tous les essais, mais ensuite, il y a des moments de silence, notamment vers le milieu ici. Et puis, il y a des reprises du décodage. Et comme c'est fondé sur des centaines de neurones, il faut le prendre au sérieux, ce n'est pas du bruit. Et ce que les auteurs montrent, c'est qu'effectivement, on voit des états hauts où le décodage est excellent, et puis des états bas où il n'y a plus de décodage du tout, pendant certaines fenêtres de temps. Ça, c'est un essai. Vous voyez que ça survient à des moments aléatoires au cours de l'essai, vraiment exactement comme le prédit le modèle de Michaud-Dix. Il y a réactivation transitoire, et puis bascule vers un état silencieux. Puis réactivation, bascule vers un état silencieux. Et les auteurs appliquent un modèle bayésien à deux états et comparent avec un modèle à un seul état. Ils montrent qu'il y a effectivement une bifurcation. Comme l'avait fait Claire Sergent chez les données humaines, il y a 2 cours auparavant, j'ai montré ça, on peut montrer qu'il y a vraiment un système neuronal qui bifurque, qui est bimodal, qui a un état haut ou un état bas. Mais ce qui est formidable ici, c'est que l'état bas peut survenir pendant le délai, ça ne va pas empêcher le singe de me donner la bonne réponse à l'arrivée. Il a quand même l'information en mémoire, mais elle n'est plus active. Alors ici, vous voyez que dans les états bas, on n'arrive plus du tout à décoder le stimulus. Alors on est en train d'enregistrer des centaines de neurones dans le cortex préfrontal. Le décodage tombe à 0 lorsque on est dans cet état bas d'activité globale. Donc ça va quand même assez fortement contre l'idée qu'il y a une petite population de neurones quelque part qui conserve l'information. En tout cas, la majorité des neurones perdent l'information. Elle n'est plus dans leur taux de décharge. Alors si elle n'est plus dans le taux de décharge, où elle est? Comment est-elle maintenue? Est-ce qu'il y a des changements d'activité synaptique? Eh bien, comme ils enregistrent une quantité massive de neurones, ils ont une probabilité non négligeable, surtout sur la même électrode, de trouver deux neurones qui sont connectés entre eux. Et on peut détecter que des neurones sont connectés entre eux en calculant un cross-corrélogramme à une échelle de temps assez fine. Donc, il regarde ici entre 0 et 10 millisecondes. Et vous voyez qu'on trouve des paires de neurones qui ont un cross-corrélogramme, c'est-à-dire des décharges extrêmement corrélées. Dès que le neurone A décharge, 4 millisecondes après, le neurone B décharge, et on sait par d'autres études que ça peut être interprété comme la présence d'une connexion monosynaptique entre le neurone A et le neurone B. Donc c'est une manière de voir les connexions et la force des connexions. Et là, ce que vous voyez ici, c'est que la force de la connexion dépend de ce que l'animal a mémorisé. Ce n'est pas juste une force de connexion fixe, c'est un point clé du modèle de Tzodix. La force de la connexion varie selon ce que l'animal mémorise. Autrement dit, il y a eu changement d'activité synaptique, il y a quelque chose en tout cas dans la force de la transmission, on ne voit pas directement la synapse ici, mais on voit la force de la transmission. La force de la transmission a changé en fonction de la position que l'animal est en train de retenir, ce qui est indiqué ici par Q1 et Q2. Voilà. Vous voyez ici deux connexions différentes, en rose et en vert, et l'une se renforce lorsque l'animal retient la position 1 et l'autre se renforce lorsque l'animal retient la position 2. Alors il y a une très belle analyse qui montre que chaque position conduit à un état de changement d'activité synaptique qui n'est pas le même et qui contient de l'information sur ce que l'animal mémorise. Donc un test direct de ce modèle d'activité dormante.
Alors il y a une prédiction simple, c'est que lorsque vous essayez de retenir une position, vous avez d'abord, pendant que la position est sur l'écran, une assemblée qui est activée et qui va rester activée un petit peu, et c'est ces synapses-là qui vont conserver l'information, les synapses qui relient les neurones qui ont été activés au moment initial. Et dans cet article, il le teste directement. D'abord, il teste qu'il y a effectivement un décodage qui fait ce grand carré ici, c'est-à-dire une métastabilité de la même population de neurones. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a vraiment une assemblée de neurones qui est fixe du début jusqu'à la fin, qui conserve l'information. Il n'y a pas de rotation dans un espace vectoriel. Il peut y avoir des choses compliquées comme ça, mais ici, la chose est simple. C'est une assemblée de neurones qui code l'information du début jusqu'à la fin, mais qui peut s'endormir et qui peut se réactiver. Et alors là, il montre que ce sont les connexions à l'intérieur de cette assemblée de neurones qui ont changé et qui conservent l'information pendant la phase de délai. Autrement dit, c'est beaucoup plus probable que les connexions qui ont été renforcées connectent des neurones qui ont été activés pendant la phase initiale. C'est ça qu'on voit, je n'explique pas ces diagrammes en détail, mais c'est ça qui est retrouvé par les personnes. 2,5 fois plus de chances de trouver des connexions changées quand elles relient des neurones qui étaient activés au départ. Donc, on arrive vraiment à quelque chose de très clair pour la relation entre mémoire de travail et conscience. Il y a une démonstration directe ici que la mémoire de travail, c'est un état actif, mais la mémoire à court terme, ça peut être un état inactif qui peut être restauré par la suite. Et cet état inactif, où les neurones ne déchargent plus de façon intense, elle est véhiculée par des changements d'activité synaptique. C'est une hypothèse très forte qui commence à être validée par des articles comme celui de Nature ici. Alors, en relation avec la conscience, bien, donc, pour être très clair, et j'en ai discuté avec, par exemple, Andreas Nieder, on commence à être vraiment d'accord sur le vocabulaire ici. Il faudrait garder le terme de mémoire de travail pour la maintenance active d'une information dans le cortex préfrontal. C'est ça la mémoire de travail. C'est des neurones qui déchargent de façon soutenue pendant un délai. Mais voilà, donc la prédiction de l'espace de travail neuronal global, c'est que tout item qui est représenté de cette manière-là est conscient, il est rapportable par les sujets. Et je ne connais pas d'exception à cette règle pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et deuxième prédiction, l'entrée d'une information dans ce système correspond à la perception consciente. Ce qu'on appelle percevoir consciemment quelque chose, c'est rentrer dans cet espace-là, un espace actif avec une bifurcation, etc. Cependant, pendant un long délai, on n'est pas obligé de garder cette information sous forme de décharge très élevée. On peut. Donc il va falloir regarder au cas par cas, suivant les animaux, suivant les efforts qui sont faits, suivant la difficulté de la tâche, etc. Mais l'information peut devenir dormante. Si elle devient dormante, elle n'est pas consciente. Mais elle est préconsciente, elle est là, elle est disponible pour être réactivée à n'importe quel instant. Et alors le terme de mémoire à court terme devrait être réservé à la capacité de récupérer de l'information. Mais elle peut être fondée sur cette mémoire dormante. Elle peut être fondée uniquement sur des changements d'activité synaptique, et ces changements-là peuvent survenir avec des stimuli non conscients. Donc un stimulus qui n'a même pas complètement créé cette bifurcation, cet état d'activité élevé, eh bien, il a pu modifier ses forces synaptiques et donc créer un état récupérable et prolongeable pendant quelques secondes au moins au court terme. Donc ça c'est très clair. Par contre, une représentation de ce type, dormante, ne peut pas être manipulée mentalement. Si elle est dormante, elle est statique. Elle correspond à une assemblée fixe, il y a des synapses fixes. Si vous voulez manipuler cette représentation pour la transformer, par exemple cette rotation mentale, ben vous devez la réactiver, et à ce moment-là, vous pouvez la transformer. Donc c'est une mémoire fixe, en quelque sorte, statique, et ça ne suffit pas, évidemment, à faire une mémoire vraiment travail. Dans le terme de mémoire de travail, il y a cette idée qu'on peut travailler avec. C'est pour ça que la mémoire de travail doit être quelque chose d'actif, et je crois que là, on commence à avoir le bon vocabulaire. Mémoire à court terme, ça peut être dormant. Mémoire de travail, il faut qu'elle soit active parce que c'est la seule manière qu'on a de pouvoir travailler avec des représentations mentales. Voilà, alors j'arrive à la fin de ce cours, mais il nous reste quand même une quinzaine de minutes, là, et peut-être on prendra quelques questions aussi. J'espère vous avoir convaincu que la conscience n'est pas un domaine
si mystérieux que ça, qu'il y a plein de voies d'accès aux mécanismes neuronaux de la conscience et en fait qu'on a plein de signatures de la conscience. On a plein de manières, avec nos mesures invasives ou non, de distinguer des signatures de la conscience, de distinguer ce qui est un état conscient ou ce qui ne l'est pas, un contenu conscient ou ce qui ne l'est pas. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. Alors pour ceux que ça intéresse, vous irez voir les publications correspondantes. D'abord, je vous ai peut-être donné l'impression que le cerveau, pour atteindre un état conscient, doit être stimulé. C'est le cas au laboratoire parce qu'on présente des stimuli, mais en réalité, vous êtes conscient quand vous vous réveillez le matin, vous ne cessez jamais d'être conscient pratiquement. Vous avez un état d'activité permanent dans le cerveau. Et je n'ai pas assez parlé dans ce cours de cette activité spontanée du cerveau qui fait pourtant partie du modèle de l'espace de travail neuronal global. Je vous ai montré des simulations avec Jean-Pierre Changeux où on a une activité tout à fait spontanée et qui joue un rôle important dans le modèle. Mais je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais il y a toute une recherche qui a démontré dans l'imagerie cérébrale cette activité spontanée du cerveau, ce qu'on appelle les réseaux de repos ici. Et plusieurs réseaux de repos dans lesquels différentes régions du cerveau entrent en corrélation les unes avec les autres en fonction du temps à l'échelle de la seconde ou plus. Alors, il y a eu pendant un moment un paradoxe parce qu'on avait observé aussi cette activation coordonnée de plusieurs régions cérébrales, y compris le cortex préfrontal, même chez le singe anesthésié. Ça a été vu par exemple par Vincent en 2007. Et pendant un moment, on s'est regardé, on s'est dit, mais attention, si le cortex préfrontal se coordonne avec d'autres régions du cerveau, comment c'est possible que l'animal soit anesthésié, qu'il ne soit pas conscient? Et on a résolu ce paradoxe et montré en fait qu'il y avait une signature de la conscience dans la dynamique de l'état d'activité. Et c'est devenu un point très important pour aider à classifier les patients avec des troubles de la conscience. Donc ici, vous avez le travail qu'on a fait au départ chez le singe pour démontrer cette signature de la conscience. Vous avez l'état d'activité spontané qui ne cesse de fluctuer chez l'animal, et on arrive à le catégoriser en matrices de ce type, où vous avez toutes les régions cérébrales en Y, toutes les régions cérébrales en X, et la corrélation entre elles. Et vous voyez que sur des fenêtres de quelques dizaines de secondes, la corrélation ne cesse de changer, c'est un état dynamique, ça correspond au fait que votre contenu de conscience ne cesse de fluctuer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des expériences aussi dans l'anesthésie générale. Et chez le singe, on a pu faire des anesthésies générales de façon systématique et bien contrôlée. Et on a observé qu'effectivement, il y avait une connectivité dynamique, mais la dynamique de changement d'activité était très différente dans l'état d'anesthésie et dans l'état conscient. Donc vous avez ici le singe éveillé, anesthésie modérée, anesthésie profonde. Vous voyez qu'on trouve plein d'états dynamiques d'activité cérébrale, mais la dynamique devient absolument concentrée sur peu d'états lorsque vous êtes non conscient. Autrement dit, il y a une diversité d'états de conscience, de contenu, de circuits activés quand vous êtes éveillé, et cette diversité disparaît lorsque vous êtes anesthésié. Ça, c'est le papier de Bartfeld. Et alors, comment expliquer cela? Eh bien, ici, les états ont été triés en fonction de leur distance à la matrice anatomique. On sait, par des études d'anatomie du singe, quelle est la matrice de connectivité entre différentes régions cérébrales. Et l'état qui persiste quand on n'est pas conscient, quand on est sous anesthésie générale, c'est un état d'activité qui reproduit la matrice de connectivité anatomique. Alors en fait, c'est très facile à comprendre, on finit par comprendre. Quand vous êtes anesthésié, ce n'est pas que l'activité cérébrale disparaît, il reste des spikes, il reste des potentiels d'action aléatoires qui se propagent dans le système. Et évidemment, ils ne peuvent se propager que suivant les voies anatomiques qui existent dans le cerveau. Donc l'activité cérébrale spontanée qui subsiste pendant l'anesthésie générale, elle trace la connectivité structurale. Mais à contrario, quand vous êtes éveillé, une signature de la conscience, c'est que votre état d'activité peut diverger de ce qui est imposé par la connectivité anatomique. C'est encore contraint, évidemment, par la connectivité anatomique. Mais si vous faites des maths, ça va être un réseau dorsal. Si vous écoutez du langage, ou du langage intérieur, ça va être un réseau de l'hémisphère gauche. Vous avez tous ces réseaux distincts qui peuvent s'activer dans l'état conscient et qui cessent d'être activés dans l'état non conscient. Donc cette bascule vers un état proche de la matrice anatomique, c'est une signature de la conscience, et c'est une tellement bonne signature de la conscience qu'ensuite, avec Lionel Nakache et toute une série d'équipes, vous voyez, on a partagé les données ici entre les centres d'études du coma de Liège, de Paris et de New York, et Lionel Nakache joue un rôle absolument central dans le centre de Paris, ici, qui est devenu vraiment l'un des meilleurs centres mondiaux pour le diagnostic des troubles de la conscience. On a utilisé cette signature, c'est Athéna Demerzi qui a fait ce travail, et montré que la même signature permettait de classifier des patients
avec une conscience normale, des patients en état de conscience minimale et des patients avec ce qu'on appelle ici unresponsive wakefulness syndrome, c'est-à-dire un syndrome d'éveil sans réponse, ce qu'on appelait auparavant état végétatif, c'est-à-dire des patients qui ne répondent plus mais qui ont encore une forme d'éveil. On essaye de comprendre pourquoi ils ne répondent plus. Et la plupart d'entre eux sont non conscients, et c'est ce que cette signature montre. Une petite fraction d'entre eux, de l'ordre de 20%, sont encore conscients, et chez eux, la signature d'activité spontanée permet, dans une certaine mesure, de les distinguer et de montrer qu'ils ont encore une conscience résiduelle. Donc la dynamique d'activité spontanée permet de savoir si une personne est consciente ou pas, et en fait, les données sont tout à fait compatibles avec le modèle d'espace de travail neuronal global. Il y a de l'activité résiduelle dans un état non conscient, mais c'est simplement une activité non codante qui parcourt des circuits anatomiques. Donc, signature fondée sur l'IRM. Alors vous imaginez que l'IRM, c'est quand même pas très facile chez les patients, qui sont souvent équipés de matériel supplémentaire pour respirer, etc., pour les maintenir. Mais avec Jacobo Sitt, avec Lionel Nakache, on a pu montrer, avec Jean-Rémy King, on a pu montrer qu'il y avait des signatures encore autres qui permettaient beaucoup plus facilement, fondées sur l'EEG, d'aider à classifier les troubles de la conscience. Je vous ai parlé de cette idée de métastabilité, d'une espèce de carré, c'est-à-dire d'un état neuronal stable. Eh bien, on est capable de l'évoquer en présentant simplement des petites séquences de sons au sujet, bip 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 boop, bip 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 boop, qui permettent de voir si le sujet détecte la nouveauté globale. Et dans ce cas-là, on a une signature de la conscience dans la capacité du cerveau à détecter une régularité globale, ce qu'on appelle le paradigme local global. Et le EEG permet aussi simplement de regarder la communication entre aires cérébrales. Et ça a été le travail de Jean-Rémy King. Et avec Jacobo Sitt, on a créé cette mesure qu'on appelle Weighted Symbolic Mutual Information, qui est une mesure de partage de l'information à travers les régions du cerveau. Vous avez retenu que l'idée essentielle de l'espace de travail neuronal global, c'est qu'il y a un partage de l'information à longue distance, il y a le broadcasting, il y a la diffusion de l'information. On est capable de le mesurer avec cette mesure de EEG et on voit très nettement que ça distingue les patients qui sont conscients des patients qui ne sont pas conscients. Aucune de ces mesures n'est parfaite, mais quand on les met ensemble, on obtient de bons résultats chez les patients. Alors, il y a encore plein d'autres mesures. Dans la littérature, vous avez trouvé ce papier exceptionnel de Science 2006 de Adrian Owen, qui demande à des personnes de répondre avec leur cerveau. Des personnes qui ne peuvent plus répondre. On peut encore leur demander d'imaginer quelque chose dans leur tête, même si elles sont paralysées et pas capables de répondre, si elles sont locked in. Et vous voyez ici une personne dont on ne savait pas si elle était consciente ou pas, et on lui demande d'imaginer qu'elle joue au tennis ou d'imaginer qu'elle se promène dans son appartement, et elle est capable de le faire, elle est capable de répondre à des instructions verbales prolongées, elle est même capable de répondre à des questions. Si vous voulez répondre oui, répondez en imaginant que vous jouez au tennis. Si vous voulez répondre non, imaginez que vous visitez votre appartement. Quand vous trouvez ce genre de réponse, vous êtes quasiment certain que la personne est consciente, parce qu'elle est capable de répondre à des instructions. Donc ça a été utilisé comme signature de la conscience. Autre signature, vous faites l'IRM pendant qu'une personne regarde un film. Il y a des moments dans le film où votre conscience est complètement absorbée. Ça marche bien avec des films de Hitchcock, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été fait littéralement dans ce papier, c'est toujours l'équipe de Adrian Owen, et l'espace de travail neuronal global, vous voyez ces régions préfrontales, pariétales ici, très intensément mobilisées au moment où il y a un suspense, uniquement chez les personnes conscientes, semble-t-il. En tout cas, ça a été proposé comme une signature de la conscience. Je vous donne une idée très générale. Dans l'équipe de Lionel Nakache, pratiquement toutes ces mesures, pas les films de Hitchcock, mais beaucoup de ces mesures sont utilisées pour essayer d'avoir un diagnostic convergent pour dire est-ce que le patient est encore conscient ou pas. Et c'est vraiment une application directe de la science de la conscience qu'on a pu développer chez le sujet normal au départ. Alors ici, par exemple, vous avez un papier de Lancet, de Stender, qui montre que la simple mesure du métabolisme cérébral, qui peut être fait en caméra à positron, distingue très nettement les patients minimalement conscients des patients qui sont dans cet état végétatif ou cet état d'éveil sans réponse. Vous voyez. Il y a une dépression du métabolisme beaucoup plus importante, alors qu'il y a une préservation du métabolisme, et notamment dans les aires associatives, ici, qui distinguent les patients conscients. Et puis je voulais vous parler quand même absolument, ça me paraissait impossible de finir ce cours sans parler de cette signature de l'article de Casali et al., qui est une signature de la capacité du cortex à répondre à des simulations.
avec une stimulation ici qui est de stimulation magnétique transcrânienne. Donc c'est un article important de Science Translational Medicine parce qu'il propose une mesure effective qu'ils appellent Perturbational Complexity, qui est venue d'une théorie alternative de la conscience, la théorie d'intégration de l'information, IIT, de Giulio Tononi, mais qui en fait est compatible avec les idées que je vous ai présentées tout au long de ce cours. Alors quelle est l'idée ici? On va stimuler avec un pulse très rapide le cortex, avec une décharge de cet appareil qu'on appelle une stimulation magnétique transcrânienne, et simultanément, et c'est là que c'est un peu compliqué, on va mesurer l'EEG qui est évoqué, l'électroencéphalogramme qui est évoqué par ce pulse, d'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle perturbational complexity. C'est une méthode classique pour les physiciens de faire une perturbation et de regarder combien de temps il faut pour que le système se relaxe ici. Et l'idée, c'est que plus il y a une réponse complexe, qui se propage, qui crée des états d'activation divers, plus vous êtes conscient. C'est une mesure de la conscience. Ça correspond tout à fait à cette idée de broadcasting, n'est-ce pas? Une information qui est locale devient diffusée à l'ensemble du système. Mais ici, on ne regarde pas une information nécessairement codante, mais vraiment juste un pulse qui est envoyé alors à différents endroits du cortex. La théorie ici ne dit pas, pour eux, leur théorie ne dit pas à quel endroit du cortex il faut stimuler. Moi, je pense que ça devrait se passer spécifiquement quand on commence au niveau des aires frontales et associatives. Et donc, vous voyez, si on mesure la complexité du signal EEG qui est évoqué, et alors c'est drôle, on la comprime, exactement comme vous le feriez d'un fichier d'ordinateur. On la comprime avec un algorithme qui s'appelle l'Ampel-Ziff, ici. On la normalise et on obtient un index qui va entre 0 et 1. Et vous avez ici tous les sujets conscients qui ont un index très élevé. Et si on s'endort ou si on est anesthésié, vous voyez que l'index décroît massivement dans différentes conditions, ici avec différents anesthésiques. Le PCI, le Perturbational Complexity Index, reflète fidèlement le fait que vous soyez dans un état de veille ou dans un état de sommeil ou d'anesthésie. Et l'équipe de Massimo Massimini, que je remercie ici au passage parce qu'il m'a vraiment fourni des diapositives très belles à ce sujet, montre maintenant que ça peut servir également pour les patients. Donc ici, vous avez toute une série de patients qui sont soit en état de conscience minimale, alors plus ou moins, en fonction de leur échelle de récupération du coma. Ils ont été triés en fonction de l'échelle de récupération du coma ici. Et ici, vous avez les patients en état végétatif ou donc d'éveil sans réponse. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Les points rouges montrent d'abord les patients qui sont conscients. Voilà. On voit très clairement qu'ils ont un index ici qui est beaucoup plus proche de celui des sujets normaux éveillés. D'accord? Ensuite, vous avez les patients végétatifs, en bleu ici, qui ont tendance à être plutôt bas. Mais vous en avez quand même... Alors, on peut regarder une vidéo peut-être pour voir comment c'est fait. On n'a pas le son, c'est pas grave. Il n'y a rien d'important dans le son, mais vous voyez ici que donc on a le EEG qui est monitoré. Voilà l'appareil de stimulation transcrânienne. Il y a un système de neuronavigation qui permet de cibler une région et de la garder tout le temps. Et je pense qu'on va voir dans un instant la complexité de l'EEG qui s'affiche, qui en l'occurrence ici est extrêmement simple. Il y a une réponse presque comme un système physique qui est perturbé puis qui se relaxe. Voilà. Ça, c'est un PCI bas. Et c'est une personne qui n'est pas consciente. Mais par contre, vous avez des patients ici qui sont moins nombreux, qui sont en violet, qui ont l'air d'avoir un indice haut, alors que sur le plan comportemental, ils ne répondent pas. Et ils ont un index de récupération de coma qui est très bas. Et on peut voir le film qui m'a été fourni par Massimo Massimini ici. Vous voyez donc une personne qui, en fait, très vite ensuite, va montrer des signes de conscience. Donc, parmi les patients... C'est un problème de santé majeur, un problème éthique aussi majeur. Parmi les patients qui ne sont pas capables de répondre, il y en a quelques-uns qui ont une complexité, vous voyez ici, très importante de réponse de leur cerveau, qui ont un indice de réponse élevé. Je vais peut-être arrêter la diapo à cet endroit-là. Voilà. Et quand on quantifie la complexité de ces réponses, on a l'air d'avoir un assez bon indice de la conscience des sujets. On en est vraiment exactement là. Ces outils sont en train d'être déployés dans beaucoup de centres de recherche sur le coma en ce moment. Il y a un problème majeur qui est d'arriver à détecter le plus rapidement possible cette conscience résiduelle, de ne pas rater des patients qui seraient encore conscients mais pas capables de le dire. Je crois que vous connaissez tous le livre Le scaphandre et le papillon, Jean-Dominique Bauby, c'est absolument extraordinaire, une personne qui est
merveilleuse, encore capable d'écrire un livre entier, hein, qui est parfaitement consciente, mais qui est coincée dans un corps qui n'est plus capable de répondre, et on détecte uniquement par la paupière que la personne est en fait encore consciente. Ben, ces outils permettent de détecter la conscience résiduelle, même quand il n'y a pas de réponse de la paupière, et de plus en plus vont permettre des interfaces cerveau-machine pour permettre à la personne de répondre. Alors, je termine. Ah oui, je voulais quand même mentionner qu'il y a des problèmes avec cet index, hein. Les points blancs ici, c'est la même personne qui a été stimulée à d'autres endroits. En fait, les points rouges sont le maximum de PCI. Mais ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où on stimule, on n'obtient pas forcément le même index de PCI et qu'il faut quand même faire attention de stimuler à un certain nombre d'endroits différents et peut-être à des moments du temps différents aussi pour obtenir le maximum de réponses. Et puis les points noirs, sont des patients où il n'y a pas eu de réponse. Alors ça, c'est quand même gênant. On n'a tout simplement pas la réponse. Il y en a quand même beaucoup ici, hein, de patients dans lesquels on n'arrive pas à obtenir une réponse par cette stimulation. Donc, il n'y a pas de panacée, hein. Il n'y a pas encore de mesure de conscience qui, à elle toute seule, suffisent à dire je suis sûr, une personne est encore consciente. Alors, avec Jean-Rémy King et Jacobo Sitt et nos collaborateurs, Lionel Nakache, on avait montré que le EEG contenait en fait plein de marqueurs potentiels. Ici, vous aviez 92 marqueurs potentiels de conscience qu'on avait calculés à partir de l'EEG des patients en les stimulant en plus avec ce paradigme local global. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de plus en plus, l'intelligence artificielle peut nous aider. Elle permet de mettre ensemble ces données, de chercher parmi ces données quels sont les meilleurs marqueurs, ceux qui corrèlent avec la classification clinique des patients. Et donc vous voyez ici qu'on avait réussi, il y a déjà quelques années, hein, ça s'est amélioré encore en 2018, créer un classifieur qui, sur la base du partage de l'information, sur la base de l'embrasement conscient, sur la base de la stabilité de l'EEG, de sa complexité, sur la base d'ondes spécifiques qui indexent l'attention des sujets, nous permettait de dire si une personne est en état végétatif ou en état de conscience minimale. Et de façon extrêmement intéressante, il y a des patients en état végétatif apparent qui ont en fait un indice élevé de conscience, d'après ces calculs fondés sur la réponse du cerveau, fondés sur l'EEG, et ce sont ces patients-là qui ont tendance à récupérer beaucoup plus que les autres. Il y a donc tout un domaine de recherche dont je n'ai pas le temps d'expliquer les détails, mais qui consiste non seulement à essayer de prédire si la personne est consciente maintenant, pendant l'examen, qui est déjà très important, mais aussi est-ce qu'elle va récupérer la conscience? Elle n'est peut-être pas consciente maintenant, mais elle va peut-être récupérer la conscience. Et ce genre de classificateur fondé sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas sur des systèmes de classification automatique, permet, dans une certaine mesure, d'aider à cette prédiction du futur de la conscience d'un patient donné après une lésion cérébrale, par exemple. Donc ça, c'est un travail magnifique qui est mené par Lionel Nakache et Jacobo Sitt à la Salpêtrière. Je vous incite en particulier, si le sujet vous intéresse, à aller voir la conférence que Lionel Nakache a donnée dans le cadre de la conférence internationale de 3 jours qui a eu lieu ici au Collège de France au mois d'octobre. Et Lionel a fait un très bel exposé là-dessus à ce moment-là. Voilà, ça fait donc 28 ans de propositions avec Jean-Pierre Changeux et Lionel Nakache d'un modèle particulier de la conscience, l'espace de travail neuronal global. On a vu que beaucoup des idées initiales se sont avérées justes, ou en tout cas pouvaient être nuancées, mais globalement justes, et notamment cette idée d'embrasement conscient, de communication à longue distance. Il y a eu énormément de collaborateurs que je voudrais remercier ici pour tous leurs travaux, et bien sûr, je vous remercie de votre attention. Merci.